Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée pour votre édition du soir. Vous l'avez peut-être entendu, à l'issue du point presse gouvernemental, le rappel de vaccination Covid est ouvert dès samedi à l'ensemble des Français majeurs. Vous pouvez effectuer ce nouveau vaccin à partir de 5 mois après l'injection précédente. Autre information, vous perdrez votre passe sanitaire le 15 janvier, sauf si vous avez reçu une troisième injection. Enfin, les classes ne fermeront plus dès la première détection d'un cas positif. Avec ces annonces, vous vous en doutez, les sites de réservation de vaccins saturent. En Vendée, nous vous parlions il y a peu du nouveau centre de vaccination de Terre de Montaigu, plus petit mais capable de gérer ce type de rebond de la demande. Le nouveau préfet Gérard Gavory se veut rassurant. Pour lui aussi, le département est en mesure de faire face à cette hausse. Les doses, on en a suffisamment pour pouvoir vacciner toute la population française, donc toute la population vendéenne. Maintenant, il faut réouvrir, il faut réarmer ces centres de vaccination. Donc on va le faire dès ce week-end, on va le faire de manière progressive pour pouvoir répondre aux demandes de rendez-vous, puisqu'il faudra prendre rendez-vous sur les plateformes Doctolib notamment. Et puis il y a aussi la médecine de ville. La médecine de ville qui doit monter aussi en puissance. Donc quand je dis médecine de ville, ce sont les médecins, les infirmiers et les pharmaciens. Donc je les vois tout à l'heure de manière à ce qu'ils puissent aussi renforcer leur offre de vaccination. L'an dernier, 798 faits de violence conjugale ont été constatés par les forces de l'ordre dans le département. Alors pour enrayer ces drames, un dispositif expérimental vient d'être signé. Le but, prendre en charge le transport des femmes victimes de violences conjugales dans le département. Elles seront déposées en sécurité vers des hôtels ou SOS Femmes Vendée. L'association vient de recevoir une somme de 4 000 € pour cette mission, mais aussi assister les femmes jusqu'au commissariat ou vers le tribunal. Cette somme va également aider de nouvelles familles, selon la présidente de l'association. L'année qui vient de passer, par exemple, on a accompagné entre 7 et 10 familles, mais c'était sur nos fonds propres, le fonds de l'association, ce qui ne permettait pas de répondre à toutes les demandes et tous les besoins. On est obligé de mobiliser dans un tout premier temps le cercle familial, le cercle amical de la personne victime, ou alors les bénévoles au sein de notre association, mobiliser les bénévoles qui voulaient bien se charger de certains transports. Donc c'est vrai que cette subvention va nous permettre une vraie réponse, mais 24-24, ça c'est extrêmement important aussi. Et d'autre part, la convention avec Allotaxi, ça nous permet d'avoir quelque chose de transparent. Ils sont partie prenante et ce sera beaucoup plus simple de les mobiliser, de les appeler pour quand on aura besoin, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. En bref, le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf vient d'être nommé lauréat 2021 des Grands Prix Natura 2000 dans la catégorie communication. Pour sensibiliser le grand public à la fragilité de son site, le syndicat propose en effet depuis 2019 une émission de radio sur la biodiversité de tout le nord-ouest vendéen. C'est chez nos confrères de Nov FM, une initiative qui a donc beaucoup plu au jury. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui c'est la Sainte Catherine. D'après la célèbre citation, à la Sainte Catherine, tout bois prend racine. Mais si, par malheur, vous n'avez pas le temps de vous mettre au jardin aujourd'hui, nous vous proposons les conseils de l'ancien responsable des jardins de l'Élysée. Il réside depuis quelques années en Vendée et s'occupe du logis de Chaligny. Grégoire de Châtillon a pris quelques notes. Les jardins du logis de Chaligny, situés à Sainte-Pexine, sont labellisés jardins remarquables, une distinction que l'on doit à Marc Barbeau, qui les restaure depuis 1997. Pour l'ancien jardinier en chef du parc de l'Élysée, cette période est naturellement la plus favorable pour la plantation. On a justement moins de risques de se planter. Si on plante à l'automne le conteneur ou la racine nue, on optimise les chances de reprise. Et surtout pour la racine nue, parce qu'effectivement, qui dit racine nue, il n'y a pas de substrat, il n'y a pas de terre. Donc le fait est, c'est qu'il faut pour la plantation optimiser les chances de reprise. Et la racine nue, pour la racine nue, c'est vraiment la meilleure période. Comme le dit si bien le dicton, à la Sainte Catherine, tout bois prend racine. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à réaliser un grand trou et bien l'ameublir au fond. Impeccable. Avec un sujet en racine nue toujours moins cher qu'en pot. Voilà. Un nettoyage au niveau des racines est nécessaire, tout comme la pose d'un tuteur. On va le placer à un endroit le plus près du tronc, mais sans trop le coller.
Pour éviter de blesser l'arbre, il faut bien le maintenir près du tronc. Donc ça c'est très important. Trop souvent on voit des arbres qui sont recollés au tuteur et lorsqu'il y a du vent et tout ça, l'écorce frotte sur le tuteur et ça blesse l'arbre. Donc c'est très très mauvais. Une cuvette d'arrosage sera plus que bénéfique afin de conserver l'eau, de l'eau en abondance à la plantation. On considère que pour un arbre planté, il faut le suivre pendant 3 ans. Ici, le jardinier a créé un arboretum en plantant un bon nombre de variétés de chênes à l'automne dernier. Encore les chênes là. Des essences étrangères qui résistent particulièrement bien à la chaleur. Il ne faut pas être trop pessimiste, mais il faut envisager que nos arbres actuels qu'on voit dans notre paysage, dans 20, 30 ou 50 ans, certainement disparaîtront. Donc lorsque l'on plante des nouvelles essences, il vaut mieux privilégier des arbres qui peuvent éventuellement supporter des chaleurs plus importantes. Bien planter, c'est une chose, mais mettre en terre un nouvel arbre, c'est aussi penser à l'avenir et à l'inéluctable réchauffement climatique. Le ministère du Logement vient d'attribuer une dotation de 1,3 million d'euros pour des travaux visant la ville de Fontenay-le-Comte. Cet argent provient du fonds Friche et permettra de transformer 3 lieux en logements. D'abord, la friche Lusso. La ville de Fontenay bénéficie de 828 000 euros pour créer 30 à 40 logements d'ici 2024 sur ce site. Sont concernés aussi les sites de l'ex-école Marceau-Breteau pour créer 20 logements supplémentaires et le site de l'ancien garage rue de la Grue. Pour ces derniers, Vendée Habitat et Vendée Logements sont les récipiendaires de ce fonds. Demain, c'est le match à ne pas rater en Vendée. Les Herbiers accueillent au stade Massabielle le club du SC Bastia, actuel pensionnaire de Ligue 2. Les hommes de Stéphane Massala, déjà entraîneur lors de l'épopée de 2018, tenteront de se qualifier pour les 32e de finale où les clubs de Ligue 1 font leur entrée dans la compétition. L'entraîneur aborde le match avec beaucoup d'humilité face à un adversaire sur une bonne dynamique. Il ne faut pas occulter que voilà, ça reste une Ligue 2, il y a quand même un écart qui est important. Ils sont sur une bonne dynamique, ils sont sur 3 victoires, eux, ils se sont remis en championnat, justement. Donc voilà, ça va être dur, mais la coupe des possibles, comme on dit, et aux Herbiers, on le sait. Donc on va jouer crânement notre chance. Ouais. Dès le premier match, quand on se déplace dans les clubs, on ressent, on a voilà, un sentiment, une émotion qui revient. De ce parcours de 2018 et forcément il y a un goût particulier. Ouais. Et de leur côté, elles savourent déjà leur victoire. Les féminines du RVBC s'octroient la première place du groupe H d'Eurocup grâce à leur 5e victoire en 5 matchs. Le score final 75-58, c'était face aux Espagnols du Lointec Guernica hier soir. Après la défaite du week-end dernier, l'entraîneur félicite le sursaut d'orgueil de ses troupes. Ça fait plaisir d'encaisser que 58 points, tu vois, parce que ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, donc franchement, non, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, un match sérieux du début à la fin, tu vois, et donc bon, on va poursuivre notre beau parcours européen, donc voilà, une 5e victoire en temps de match, donc non, ça fait du bien. Ça fait du bien après la défaite qu'on a connue il y a quelques jours, là. Tu vois, de pouvoir rejouer, de pouvoir regagner tout de suite pour la confiance, c'est super important. Le fait de ne pas avoir joué d'Europe, tu vois, cette semaine, ça aurait été cruel parce qu'on aurait gambergé jusqu'à Basketland. Là, quelque part, voilà, ça te remet tout de suite bien, donc franchement, non, génial. 700 000 élèves sont concernés en France par ce problème du harcèlement scolaire. Les chefs d'établissement comme les académies se saisissent du dossier et c'est ce qui fait la une de ce Plus de l'info. Le harcèlement, c'est une atteinte à une personne pour de multiples raisons, une atteinte qui se situe dans la continuité et qui touche la personne physiquement, qui la touche psychologiquement aussi. Je pense que c'est un des pires fléaux du système éducatif, parce que ces élèves, en fin de course, ça va être des élèves qui risquent à un moment ou à un autre de rester au bord du chemin. Parfois même, certains risquent de mettre fin à leur jour, ce qui est absolument dramatique. Le message essentiel, c'est qu'il faut parler. Il faut libérer la parole. Et souvent, le harcèlement, comme je le dis toujours aux élèves, c'est je ferme mes yeux, je ne veux rien voir. Je ferme mes oreilles, je ne veux rien entendre. Je ferme ma bouche, je ne veux rien dire pour rester tranquille. C'est ça qu'il faut combattre, c'est ça qu'il faut véritablement dépasser. Il faut libérer la parole.
Lorsque c'est connu rapidement, ça peut être réglé très vite. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Ça se passe dans des coins un peu isolés. Les enfants n'osent pas parler et c'est quand la durée devient trop importante que ce phénomène peut devenir très compliqué, voire dangereux. Alors, ça peut être l'isolement, la tristesse, le désengagement scolaire, l'absentéisme. L'anorexie, il y a beaucoup de conséquences possibles face à ce problème majeur. On estime que 10 à 12% des élèves au moins ont pu connaître une situation de harcèlement. C'est très fluctuant selon les endroits, selon les collèges. C'est très fluctuant aussi selon le degré de harcèlement. On a bien vu dans les témoignages un peu les différentes situations. Il y a des situations qui sont très graves et il faut vraiment s'attacher à résoudre ces situations. C'est peut-être là notre vraie problématique actuellement. Parce qu'un élève qui est chahuté, qui est harcelé dans la cour, dans l'établissement, c'est un phénomène qui finit par se voir, qui se voit par les adultes, qui se voit par les autres élèves, etc. Mais un élève qui subit du cyberharcèlement seul, chez lui, avec son portable, c'est terrible parce qu'il finit par s'enfermer sur lui-même et c'est là que ça devient dramatique. Et si dans votre famille, vous ou un proche subissez ce problème, sachez qu'il existe 2 numéros gratuits, le 3020 pour le harcèlement ainsi que le 3018 pour le cyberharcèlement. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur les antennes de TV Vendée. Prochain rendez-vous, 7h demain matin avec Caroline Tranche.